Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'investissement au cœur des territoires. Ronan Lemoal, associé fondateur d'Épopée Gestion à Brest. On s'est dit, on va créer une structure qui aura deux pattes, entre guillemets. Une patte d'investisseur qui va investir dans des belles startups, PME, des infrastructures pour aider ces boîtes à grandir. Et on va à la fois les accélérer, faire en sorte d'avoir une structure interne chez nous, d'accompagnement, d'accélération, on appelle ça comme on veut, qui va apporter du support stratégique, marketing, ressources humaines, export, à ces boîtes dans lesquelles on va investir pour accélérer l'euro investi. Cette semaine, nous parlons territoire, start-up, investissement et digital. Ronan nous fait découvrir Épopée Gestion, la société d'investissement qu'il a cofondée en 2020. Vous découvrirez au cours de cet entretien comment Épopée réinvestit les territoires en accompagnant les entrepreneurs au travers de deux leviers complémentaires, l'investissement financier d'une part et l'accompagnement entrepreneurial d'autre part. Ronan nous explique quels sont les besoins des entrepreneurs en région et comment ces derniers sont accompagnés. Vous découvrirez notamment les 4 verticales déployées, mais également la fondation qui a pour objet de dynamiser le financement de commerce et de services de proximité. Nous allons faire notamment un zoom sur 3 sociétés du portefeuille. C'est un épisode inspirant qui nous donne une autre perspective de l'entrepreneuriat français. En bonus, Ronan nous fait un petit retour d'expérience sur son passé au sein du groupe Arkea et notamment la manière dont il a vu naître et évoluer la collaboration entre FinTech et banque ces 10 dernières années. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Ronan. Bonjour Solène. Alors merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation que je t'ai lancée il y a quelques mois maintenant pour venir nous parler d'Épopée Gestion et de West Web Valley. Avant qu'on commence à découvrir tout ceci, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs ? Et alors, ce serait très important que tu passes un tout petit peu de temps sur ton expérience au sein du groupe Arkea, parce que tu as vu justement l'émergence de tout ce qui est FinTech, tous ces écosystèmes-là. Et Arkea s'est saisi de plein d'opportunités lorsque tu en étais le CEO. Donc, j'aurais aimé que tu fasses un petit focus là-dessus en particulier. D'accord, écoute, j'ai 48 ans, j'ai passé 25 ans dans la même entreprise, en l'occurrence le groupe Arkea, j'y suis rentré en 1995, ça date un petit peu. À l'époque, dans une structure qui s'appelle l'organisation, qui faisait du consulting interne. J'ai fait du contrôle de gestion, j'étais dans la filiale d'assurance vie, j'étais directeur financier pendant 4-5 ans, à la belle époque où les marchés financiers n'allaient pas très bien, au début des années 2000. Et ensuite, je me suis occupé d'un courtier en ligne qui, quand on a oublié le nom, qui s'appelait Symphonis, mais qui est surtout connu pour être devenu Fortino Bank. Oui. J'ai participé au rachat en 2006, une boîte que j'ai dirigée pendant 6 ans. Superbe aventure avec le lancement de la première FinTech finalement, parce qu'à l'époque, le mot n'existait pas. Et puis, c'est bien une FinTech finalement, quand on réfléchit bien. C'était dans les années 2000, 2005, 2006. J'ai dirigé Fortino pendant 6 ans. Puis ensuite, j'ai eu la chance de diriger le groupe Arkea pendant une douzaine d'années. Si je devais résumer mon mandat, finalement, c'était de prendre la direction d'un groupe qui est une très, très belle maison, qui a un ancrage territorial très fort à la base, parce que le groupe Arkea, c'est un groupe de banque assurance, de banque de détail, qui est installé initialement dans le Grand Ouest, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine pour faire court, et qui avait des besoins quelque part de s'émanciper de sa dimension territoriale pour non pas la renier, parce que je pense qu'elle est toujours hyper importante dans son ADN, il ne faut jamais oublier d'où on vient en termes de racines, mais pour trouver des relais de croissance, en faisant en sorte que finalement la limite territoriale basée par les frontières soit abolie par le fait que le digital, par exemple, permet de faire de la conquête à peu près partout. C'est le cas avec Fortuneo, c'est le cas avec la stratégie qu'on a menée pendant une douzaine d'années, qui a consisté finalement à d'une part compléter la panoplie des services qu'Arkea a apportés via ce qu'on appelle aujourd'hui les FinTech ou les InsurTech, au rang desquels on peut citer par exemple Litchi, dont le groupe a fait l'acquisition, Pumpkin, qui est une banque pour les jeunes, mais également United Credit, qui s'appelait Prêt d'Union à l'époque, donc on a été le premier actionnaire, puis pas mal d'autres FinTech qu'on a ou accompagnés en termes de partenariat industriel, ou investi dans le capital à titre majoritaire ou minoritaire, mais avec toujours la même idée, c'est finalement de considérer que pour être plus fort demain, il faut s'affranchir des frontières physiques, et deuxièmement, qu'il faut savoir travailler avec d'autres, en co-construction finalement, et arrêter cette vision un peu monolithique de la banque qui consiste à dire moi je conçois mes produits, je les fabrique, je les distribue, tout ça en architecture fermée. On a été vraiment, je crois, alors pas les seuls, mais en tout cas parmi les précurseurs en termes d'architecture ouverte,
de co-construction, d'idées selon lesquelles les modèles fonctionnent en écosystème et plus en vase clos et en mode verticalisé. Donc vraiment, ça a été une tendance très très forte qu'on a impulsée, avec des très beaux résultats, parce que c'est un groupe qui a multiplié par 2 pratiquement son chiffre d'affaires en une dizaine d'années, qui a une performance économique qui aujourd'hui se dément pas, qui par ailleurs a conservé au passage son ancrage territorial assez fort. Donc voilà, moi, le mandat qui m'était confié pendant ces 12 années avec les équipes assez extraordinaires que j'avais à mes côtés. Et quelle est la recette du succès d'une collaboration ? Alors avant, on voyait vraiment les fintechs comme les adversaires des banques. Maintenant, les mentalités ont heureusement évolué. Pour toi, les facteurs clés de succès de cette collaboration sont lesquels ? Si on pouvait en citer 2, 3. En fait, tu as raison. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a appelé ces boîtes des barbares. Je ne sais pas si tu te rappelles, on appelait les fintechs des barbares. D'ailleurs, je pense que les fintechs elles-mêmes et les nouveaux dirigeants, ils ont joué un petit peu parce qu'il y avait ce côté un peu opposition, nouveau monde. On va vous montrer comment on fait de la finance moderne. Je pense qu'aujourd'hui, si on y revient un peu tout à l'heure, aujourd'hui, ça a un peu changé. On est tous plutôt conscients du fait que c'est les partenariats ou les alliances qui feront que, y compris les fintechs, pourront grandir demain. Mais je pense que ce qui fonde finalement le succès de tout ça, quand on a un grand groupe, parce que c'est souvent les grands groupes qui sont amenés à travailler avec ces petites structures, c'est de comprendre la chose suivante, c'est que quand tu fais l'acquisition, ou quand tu prends une participation dans ce genre de boîtes, qui sont des boîtes qui ont une très forte traction, souvent tu payes assez cher, parce que tu payes finalement la traction qui est embarquée. Et la première chose qu'il faut que tu t'empresses de faire, c'est rien. Et je m'explique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, alors même que tu as payé cher, commencer à te dire, moi, je vais faire des synergies, mutualiser les back-office, mutualiser l'informatique, les locaux, etc. Parce que si tu fais ça, finalement, tu t'empresses de mettre en œuvre un certain nombre de synergies qui ne sont pas forcément stupides, mais qui en même temps n'ont aucun intérêt par rapport au business et qui surtout vont venir ralentir l'attraction de la boutique que tu viens de racheter. Donc, la première chose à faire, c'est de respecter l'ADN de la structure que tu rachètes, de ne pas l'intégrer, mais comme le disait un ancien de mes bras droits, la raccorder au grand groupe, en faisant en sorte qu'elle bénéficie un maximum des synergies business que tu puisses lui apporter, et qu'à l'inverse, toi, tu bénéficies un maximum également de ce qu'elle peut apporter en termes de complément de ta gamme. Ouais. Ça, c'est hyper important. Leur laisser la souplesse, la flexibilité, la rapidité d'exécution, bref, tout ce qui fait le succès d'une petite entreprise, finalement, et en même temps, lui faire bénéficier la force de frappe en termes de business de la grosse structure. Typiquement, quand on rachète Litchi, c'est faire en sorte que Litchi soit associé à Monext, qui est la filiale d'Arkea de paiement pour les grands appels d'offres consistant à aller gagner des places de marché. Oui. Ça, c'était une vraie force que le groupe apportait à Litchi. Et puis en même temps, laisser à Litchi sa souplesse pour construire son plan informatique comme il le souhaitait, développer, choisir les locaux qu'il voulait, recruter comme il était bon de le faire, etc., etc. Donc, la sortir des canons un peu classiques des grands groupes qui planifient, organisent, structurent pour garder la vélocité. Et puis leverager beaucoup la rapidité d'exécution. Ça, pour moi, c'est les facteurs clés de succès. Donc, quand je dis qu'il ne faut rien faire pour commencer, bien sûr, c'est un peu exagéré, mais il y a un peu de ça. Il faut observer, regarder comment ça grandit et ensuite mettre en place des vraies synergies business. Merci beaucoup. Dernière question que je me permets de te poser à ce sujet-là. Est-ce que tu penses que dans les métiers bancaires, il y a encore des zones, moi j'en vois, mais qui n'ont pas encore été explorées par la FinTech ? Moi, je pense qu'il y a un secteur, là, c'est banque et assurance. Je pense qu'il y a un vrai secteur qui commence d'ailleurs à être un peu préempté, c'est tout ce qui est le monde de l'assurance. Quelque part, je pense qu'on rentre dans une société qui va plutôt être, je vais dire malheureusement, ce qu'on vit en ce moment ne fait que le montrer, dans la prévention des risques, plus que dans l'indemnisation des risques. C'est-à-dire que le modèle de l'assurance, qui est plutôt un modèle basé sur, je prends un exemple classique et assez simple, qui est l'indemnisation de l'incendie dans ta maison, c'est un modèle qui va plutôt partir sur comment je fais pour mettre des capteurs chez vous, faire en sorte d'avoir effectivement un certain nombre d'éléments en amont qui identifient, préviennent le risque, et c'est ça que vous allez rémunérer. Je pense que tout ce qui est intelligence artificielle, prévention des risques dans l'assurance, ça va être des vrais sujets d'avenir. Donc ça, c'est un des sujets qui n'a pas été encore totalement adressé, sur lesquels il y a de vraies belles choses à faire. Côté bancaire, il y a un monde qui est bien investi déjà, c'est le monde des paiements. Mais je pense que l'expérience client dans le paiement n'a pas fini de bouger. Je pense qu'il y aura encore des choses qui vont arriver. On voit beaucoup de startups émerger en la matière. Donc, il y aura encore des très belles choses à faire dans le registre. Et puis après, il y a tout ce qui touche autour de la gestion financière. Appelons ça l'asset management, sur lequel il y a à la fois l'éducation à faire pour le client particulier, parce qu'il n'est pas forcément habitué à y aller, et en même temps beaucoup d'innovation, y compris technologique, à apporter pour un métier qui est resté assez classique. Donc voilà quelques sujets sur lesquels je vois encore des choses à faire. Il y en a encore d'autres, j'imagine, mais ça, déjà, il y a des vraies belles choses à faire. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler d'épopée gestion. C'est un thème qui m'importe beaucoup. J'ai déjà traité ce sujet-là également avec, par exemple, Raise, la fondation Sherpa. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment comprendre votre positionnement.
ce qui est important pour moi, c'est que tu nous présentes le thème d'épopée et gestion et que vous qualifiez vraiment comme un accélérateur d'impact local, que tu nous présentes vraiment les raisons qui ont fait que vous avez déjà avec West Web Valley, puis ensuite avec épopée gestion, souhaité travailler sur ce sujet-là. En fait, les raisons, elles sont évidente et encore plus aujourd'hui. Elle était peut-être moins il y a 1 an et demi, 2 ans, quand l'idée a commencé à germer dans ma tête et dans celle de Charles Kabylie, qui est mon associé, qui a fondé Épopée Gestion avec moi. Mais globalement, et pour te résumer un peu les choses, Charles est un entrepreneur qui a travaillé dans la banque il y a 25 ans. Il a commencé sa carrière chez Arkea et puis au bout de 4-5 ans, il est parti créer des différentes boîtes. Moi, je suis resté dans la banque. On est resté connectés l'un à l'autre pour plein de raisons, parce je pense qu'il a beau être, moi, je suis plutôt école de commerce, il est ingénieur, mais on a une espèce de même vision des choses, de la chose territoriale quelque part. Et lui passait pas mal de temps comme moi à Paris, moitié de mon temps à Paris, moitié en région. Et nous avions observé quelque chose qui paraît aujourd'hui enfoncer des portes ouvertes, mais qui a fondé finalement notre réflexion, c'est que dans les grandes métropoles, Paris en a un exemple, mais on pourrait parler de Lyon, Marseille, et le modèle peut être dupliqué, je pense, dans d'autres pays. Il y a une hyperconcentration à la fois des personnes, des populations, une hyperconcentration des agents économiques, une hyperconcentration du pouvoir, de la pollution et même des maladies maintenant, malheureusement. Et donc on s'est dit, si on veut participer à un mouvement qu'on pourrait qualifier de déconcentration, faire en sorte effectivement d'avoir des meilleurs équilibres entre les régions, les territoires, qui est un mot qui est très à la mode en ce moment, et les grandes métropoles, il y a 2 manières de faire les choses. Il y a le politique, qui a un rôle à jouer dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, doit conduire un certain nombre de politiques, que le gouvernement doit mettre en place un certain nombre de leviers pour faire en sorte qu'on construise des meilleurs équilibres en faveur des régions et des territoires. Il y a une volonté, je pense notamment en France aujourd'hui, de le faire, je crois, sincère. On verra si elle résiste à l'épreuve des faits dans un pays qui est quand même un peu jacobin à la base, mais en tout cas, on observe qu'il y a cette vraie volonté. Et puis l'autre manière de faire, c'est d'avoir des entreprises, des entrepreneurs qui créent des boîtes en région, créent des entreprises, des emplois dans ces entreprises, des emplois autour par capillarité, font vivre des villes et des villages, et finalement font, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, de la création, de l'aménagement de territoire sans le savoir. Et nous, on s'est dit finalement, le premier, c'est pas notre sujet, hein, pas des politiques, ni Charles ni moi. En revanche, on sait ce que c'est qu'un entrepreneur, on connaît la manière dont il fonctionne. Donc on s'est dit, partant de là, on va créer une structure qui aura 2 pattes, entre guillemets. Une patte d'investisseur qui va investir dans des belles startups, PME, des infrastructures pour aider ces boîtes à grandir. Et on va à la fois les accélérer, faire en sorte d'avoir une structure interne chez nous, d'accompagnement, d'accélération, on appelle ça comme on veut, qui va apporter du support stratégique, marketing, ressources humaines, export, à ces boîtes dans lesquelles on va investir pour accélérer l'euro investi. Faire en sorte que finalement le plafond de verre que rencontrent souvent des belles PME, qui n'est pas lié à la qualité de l'entrepreneur, ni à la qualité de son business, mais en fait qui ne soit pas connecté aux bons endroits, qui n'ait pas accès à la même type d'informations, au même type de compétences que d'autres, basées dans les grandes métropoles, on lui donne accès à ça et qu'on accélère finalement sa croissance. Donc voilà comment est née Épopée Gestion. Voilà un peu son ADN. Et ensuite, on a dit, on va faire ça sur des lignes métiers, c'est clair, voilà, les startups, les PME, les infrastructures et les mobilités. Et alors, il y avait déjà eu West Web Valley auparavant. C'est quoi le lien entre les deux ? West Web Valley, finalement, ça a été un peu notre laboratoire. D'accord. Parce que quand tu regardes West Web Valley, c'est une idée qui germe un jour, qui est une idée de Charles Kabylie et de Sébastien Corfec, qui est une des personnes qui bossent avec nous, qui, il y a 6-7 ans, me contacte et dit, voilà, on va lancer un petit concours de start-up en région, parce qu'il y a des belles boîtes en digital en région, mais elles ont du mal à être connues, elles émergent pas bien, les entrepreneurs, pour le coup, savent pas vraiment se connecter à ceux qui font que la croissance peut être forte, et pourtant, c'est des boîtes qui ont des beaux entrepreneurs, des beaux projets, dont les valos sont plus faibles que celles qu'on trouve dans les grandes villes, qui leur manque juste du capital et de l'accompagnement. Donc, ils disent, on va lancer ce petit concours, non, et toi, est-ce que tu veux bien être le parrain du concours ? Je dis, ouais, super, c'est intéressant, je fais ça avec vous en tant que DG d'Arkea. Et finalement, faisant ma faisant, on construit ça, on identifie 2-3 belles boîtes au passage de ce fameux concours, et derrière, on se dit, mais finalement, pourquoi pas créer un véhicule d'investissement pour aider ces boîtes à grandir ? On le fait, on se dit, on va lever 4-5 millions d'euros, et finalement, le truc prend une ampleur beaucoup plus forte et arrive à 35 millions d'euros. Et donc moi, pour le coup, je me déporte à titre personnel pour que ce soit Arkea qui soit plutôt dans la danse, on va dire, parce que c'était pas concevable d'avoir les 2 sujets à traiter d'un côté avec mes fonctions de DG et de l'autre à titre personnel. Et puis l'aventure commence comme ça. Et c'est vrai que c'était notre laboratoire qui nous a permis de vraiment prendre conscience de ce que de la richesse entrepreneuriale, y compris dans le digital, il y en avait partout et notamment dans cette belle région qu'est le Grand Ouest. On a compris effectivement que pour réussir dans le digital, ce qu'il fallait, c'est bien sûr des entrepreneurs, des beaux projets, mais des locaux pas trop chers, du mètre carré pas trop cher, des bonnes écoles de formation, pas trop de turnover. Ce que j'ai fait un peu avec Fortuneo. Fortuneo est pas très loin du bureau où je me trouve en ce moment sur Brest, qui est une boîte dont tout le monde pense que c'est une boîte, et c'est vrai,
nationale, voire même un peu plus, parce qu'elle est implantée en Belgique et en Suisse aujourd'hui. Mais c'est une boîte dont 2 tiers des effectifs sont à Brest. Et avec un turnover qui est plus faible, des équipes ont des locaux assez sympathiques là, côté de l'aéroport à Brest. Et donc, on est capable de créer ça parce que le digital s'affranchit tout ça. Donc, c'était notre laboratoire, finalement, West Web Valley. D'accord. Alors, tu parlais des différentes verticales. Épopée a 4 verticales. Est-ce que tu peux les traverser et nous expliquer les besoins pour chacune d'entre elles ? Alors, d'abord, le trait commun entre toutes ces verticales métiers, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact sur le territoire auquel on s'adresse. Et cet impact, on veut le mesurer par un proxy qui est simple, mais en même fois robuste. C'est la création d'emplois, direct ou indirect. Faire en sorte, au-delà de la performance qu'on va donner à nos LPs, que quand on investit, au final, il y a la création d'emplois dans les entreprises qu'on accompagne et autour des entreprises accompagnées. Parce que souvent, il y a un ratio. Tu crées un emploi chez toi, t'en crées 2 chez toi, t'en crées 1 à côté. C'est par capillarité, on comprend bien. Si tu as une belle boîte qui s'installe dans un territoire, bon voilà, il y a les commerces vont grandir, bon, tout ça on le comprend. Donc nous, c'est notre proxy. Et on a dit, on va le faire sur des verticales cohérentes les unes avec les autres. Au rang desquelles on trouve quoi ? Les startups, on l'a dit tout à l'heure avec West Web Valley, on va continuer cette belle logique des startups en levant un deuxième fonds qui fera 50 millions d'euros, là où le premier fait 35 millions d'euros, pour continuer cette belle aventure dans le Grand Ouest. Et on va chercher peut-être des boîtes encore plus prometteuses. On va le faire sur le capital investissement pour accompagner des belles ETI, PME du Grand Ouest en allant chercher des entreprises qui ont une taille d'entreprise inférieure à 100 millions d'euros, valeur d'entreprise, dans lesquelles on mettra des tickets de 2 à 10 millions d'euros en minoritaire toujours, parce qu'on souhaite laisser la main au management, et en faisant en sorte qu'on soit agnostique en termes de secteur. La seule limite qu'on se donne, c'est la compréhension. Si on ne comprend pas, on ne fait pas. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu évident, mais ça va mieux en le disant. Et là, c'est un fonds de 120 millions d'euros qu'on est en train de lever aujourd'hui, dont on attend un premier closing à 80 au mois de mars-avril. Et ça se passe plutôt bien d'ailleurs en termes de levée, parce que c'est une thèse qui aujourd'hui fait beaucoup de sens. La troisième, c'est les infrastructures, parce que quand on fait vivre un écosystème d'entreprise, il faut aussi des bureaux, de la logistique, le dernier kilomètre, des choses qui prennent beaucoup de relief en ce moment avec la diffusion du digital. Oui, tout à fait. Donc on monte un fonds immobilier d'une centaine de millions d'euros pour commencer, qui a un hard cap à 200 millions d'euros, avec des beaux logiques de bureaux de 2 à 4 millions d'euros, à peu près en termes d'actifs, de la logistique, qui sont des actifs qui, en province en tout cas, ne souffrent pas de ce qui se passe potentiellement dans les grandes métropoles, où là, on se pose la question des méga bureaux, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu la manière de travailler ? Donc là, en région, il n'y a pas le même sujet. Donc ça, c'est une troisième verticale. Et la quatrième, c'est les mobilités, parce qu'on s'est rendu compte que plus on va décentraliser finalement, en tout cas c'est ce à quoi on aspire, plus on va faire face à un phénomène assez paradoxal, c'est qu'en même temps on veut une économie plus propre, donc on va décarboner. Quand on décarbone, on limite les transports en avion, tout le monde le comprendra, avion de ligne en tout cas, et donc les lignes de train ou les lignes d'avion résiduelles ne suffisent pas à permettre à un entrepreneur qui par exemple serait installé à Saint-Brieuc d'aller se déplacer à Avignon ou à Carcassonne ou à Lyon ou ailleurs. Donc il va falloir réinventer la manière de fonctionner en termes de circulation, arrêter la circulation en étoile du tout passe par Paris ou tout passe par Lyon et chercher les diagonales qui vont traverser le pays. Et là, il y a un sujet à travailler autour de la mobilité verte, de l'aviation green notamment. Donc, on réfléchit beaucoup avec Charles, qui est très féru de ça, à comment monter un véhicule qui va financer de l'aviation légère, d'affaires électriques. On est en train de travailler sur un POC, entre guillemets, qui pourrait être prêt courant l'année 2021, et avec une industrialisation du process plutôt en 2022. Donc voilà, et ces 4 logiques ou ces 4 verticales ont toute une cohérence entre elles, c'est qu'elles permettent d'arriver effectivement à ce qu'on appelle, nous, la promotion de la déconcentration de notre pays, avec un petit supplément d'âme qu'on y ajoute, c'est qu'on crée une fondation qui va être alimentée par une partie du CARID et des frais de gestion, et qui va permettre de financer des petits commerces de proximité en mode non-profit. Comme ça, on aura bouclé la boucle. Superbe. Magnifique. Alors, tu parlais de la concentration de Paris et du fait que maintenant, il y a de plus en plus d'intérêt justement pour aller voir ce qui se passe dans les régions. Actuellement, comment décrirais-tu l'accompagnement qui est fait d'une manière générale pour ces startups, ces PME, enfin ce que vous êtes en train de construire? Moi, je m'étais intéressée sur le sujet puisque j'avais eu en tout premier épisode quelqu'un qui était venu nous parler des villages du Crédit Agricole. Hormis ce type d'initiative, est-ce qu'il y a d'autres types d'accompagnement qui sont faits dans les régions? Il y a pas mal de choses qui existent. Alors, côté start-up, il y a beaucoup de choses. Il y a les villages BCA, il y a les accélérateurs, il y a les incubateurs, il y a beaucoup de choses. Il y a les French Tech qui sont déployés en région. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il manque souvent d'un catalyseur. Un catalyseur, pour moi, c'est quoi ? C'est une structure, j'aime pas dire plus grosse, parce que c'est pas le bon terme, mais plus structurée, qui permettent à la fois de fédérer ces écosystèmes qui sont plutôt des apporteurs de solutions, au sens opérationnel du terme, et à la fois d'apporter du capital au sens de la force de frappe pour investir. Souvent, c'est ce qu'on observe. Il manque quelque part cette coordination entre les acteurs et la force de frappe permettant de mettre le capital. C'est ce qu'on a fait avec West Web Valley quand on a dit, on a d'ailleurs
Si tu regardes un peu sur Internet, tu trouveras peut-être une carte de métro de West Web Valley qui est en fait un plan de métro qu'on a construit avec tous les acteurs qui interviennent aux côtés de West Web ou avec West Web, qui est une espèce de plan géant. Maintenant, on a, je sais pas, 300 ou 400 acteurs autour qu'on essaye, nous, et nous n'étant pas les seuls, de tous fédérer pour fonctionner en synergie. Et nous, à côté, on apporte, avec le fonds qu'on a et le deuxième fonds qu'on va construire, le capital nécessaire pour que ça grandisse. Côté start-up, pour moi, c'est ça, quelque part, qu'il faut vraiment continuer à imprimer comme une marque très, très forte. Côté PME, TI, c'est un peu différent. Je dirais qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'une belle PME qui grandit en région, il y a souvent, à un moment donné, et c'est une vraie problématique en France, une problématique de transmission potentielle. Il y a un vrai sujet de transmission d'entreprise en France aujourd'hui, qui conduit parfois l'entrepreneur à vendre sa boîte, et quand il la vend, on ne peut pas lui en vouloir, parfois il la vend à un fonds ou une autre entreprise qui va, entre guillemets, délocaliser dans une autre région son siège. Et ça, c'est ce contre quoi non pas on veut se battre, mais ce contre quoi on veut résister en faisant en sorte d'apporter les conditions nécessaires en termes de cash, d'une part, pour investir, voire d'opérations en termes de build-up, pour que ces belles entreprises continuent à grandir là où elles sont installées. Parce que sinon, on ne va pas répondre à notre thèse consistant à dire on fait, entre guillemets, de l'aménagement du territoire à la mode entrepreneur. Ça, c'est un des sujets dont on s'aperçoit. Le deuxième, c'est que souvent, on a des très belles boîtes, je suis encore plus tard que tout à l'heure avec un entrepreneur, qui ont des débouchés possibles, très importants, mais qui nécessiteraient parfois un support d'un financier, via un fonds ad hoc, via un investissement dans son capital, pour que son plan d'investissement puisse être conduit. Et donc, il se retrouve face à ce fameux plafond de verre que j'évoquais tout à l'heure, non pas parce qu'il n'a pas les idées, parce qu'il n'a pas l'énergie, parce qu'il n'a pas les équipes ou l'envie, mais parce qu'il n'a pas tout simplement un des ingrédients qui, au bout du bout, fait la différence, le capital. Et donc, c'est ça, nous aussi, qu'on veut être. On veut être, quelque part, le pourvoyeur d'une des matières premières nécessaires à tout développement d'une entreprise, le capital, et j'ai envie de dire le capital avant la dette. Parce qu'on parle souvent de financement par la dette. Je crois que la première matière première qui est importante pour l'entrepreneur, c'est le capital. Alors, bien sûr, quand il a recours à un fonds pour l'accompagner, ça pose plein de questions autour de la gouvernance, de la liberté qu'il peut avoir ou pas, d'être chez lui ou plus chez lui. Mais tout ça, ça peut très bien se résoudre, d'autant plus quand on a un fonds d'entrepreneurs pour des entrepreneurs. On comprend leur logique parce que, et je ne les oppose pas, on n'est pas la filiale d'un groupe bancaire, donc on a des réflexes qui sont un peu les mêmes qu'eux. Donc, c'est ça pour moi qui sont les vrais sujets à travailler, et côté start-up et côté PME ETI. Parfait, merci beaucoup. Alors, un point dont j'aimerais qu'on rentre peut-être plus en détail dans les sociétés dans lesquelles vous avez déjà investi. Comment vous dénichez ces startups et est-ce que vous vous retrouvez de plus en plus peut-être en concurrence avec des fonds qui sont basés soit en France, soit peut-être aux États-Unis Alors, ta question est intéressante parce que d'abord, le sourcing, on le fait maintenant. Alors, ça n'a pas été le cas tout le temps. Beaucoup parce qu'on commence à être connu. Donc, on a un sourcing naturel qui est très important. On a 2500 à 3000 dossiers qui nous arrivent par an, ce qui est pas mal pour une structure régionale, et de manière assez naturelle. Et moi, j'ai un deal flow personnel, Charles aussi, les équipes. Donc voilà, ça nous arrive maintenant assez spontanément. Ça veut dire quand on fait bien son travail, et il y a d'autres fonds qui font très bien leur travail aussi, qu'on connaît tous très bien, et au bout d'un moment, le deal flow arrive naturellement. Et ce qui est intéressant sur ta deuxième partie de question, qui est la compétition ou la concurrence, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que bien sûr, il peut y en avoir, mais les deals en région sont moins concurrentiels que les deals dans les grandes métropoles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins visibles. Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure. Souvent, les entrepreneurs sont un peu moins sur le devant de la scène, un peu moins connus, leur modèle financier, leur modèle opérationnel un peu moins connu également. Donc, quand tu arrives pour les financer, il y a un écart parfois qui peut aller de 20 à 30% sur la valo pré-monnaie que tu peux trouver quand tu veux investir. Et ça, c'est parce qu'il y a pas une absence, mais il y a une moindre compétition. Il y a des exceptions toujours. Tu vas trouver des très belles boîtes qui sont aujourd'hui en grosse compétition sur le levée de fonds. Mais en règle générale, c'est quand même ce qu'on observe. Et nous, c'est plutôt le phénomène inverse. Nous, on voudrait être capable, demain, sur ce genre de boîte, quand on a fait le premier investissement, par exemple, d'être celui qui va fédérer peut-être d'autres investisseurs amis que l'on connaît, parce que j'en connais pas mal, et Charles aussi, dans très beaux fonds qui sont restés là à Paris ou ailleurs, et leur dire, voilà, on a trouvé une belle pépite, venez à nos côtés, on sera très heureux que dans la série A ou la série B qu'on est en train de construire, vous soyez un des investisseurs clés parce que vous avez des savoir-faire qu'on n'a pas, vous avez des réseaux qu'on n'a pas, et vous serez leveragé au-delà de ce qu'on est capable de faire. Donc, je vois plutôt le sujet dans ce sens-là, aujourd'hui en tout cas. Ok, parfait. Alors, si on parle maintenant des boîtes dans lesquelles vous avez investi, alors moi, j'en ai une que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle EcoTree. Si tu pouvais nous en dire un petit mot et nous présenter une autre boîte et nous expliquer ce qui vous a motivé dans ce type d'investissement, ce que vous recherchez à apporter comme valeur ajoutée, outre l'investissement financier, quel type de support vous donnez aux entrepreneurs. Alors, EcoTree, c'est un très bon exemple parce que c'est une boîte qui se lance effectivement dans la possibilité pour des clients finaux, les B2C ou du B2B, d'acheter des arbres finalement pour participer à la décarbonation de notre économie. Donc globalement, c'est ça le concept originel.
C'est une boîte qui est pilotée par le président, il s'appelle Erwan Lemené, qui est un entrepreneur qui est assez remarquable, et toute l'équipe d'ailleurs qui est assez remarquable, qui a une traction très très forte, parce que d'une part, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, comme on dit, ce sujet-là, mais aussi parce qu'ils sont très bons en termes marketing. Ils savent effectivement comment aller chercher les bons partenariats B2B, comment faire une belle promotion. Quand je dis une belle promotion, c'est une différence entre une bonne promotion et une belle promotion. Une belle promotion de leur thèse d'investissement, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est ô combien de l'air du temps aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est une boîte qu'on accompagne ou qu'on aide en l'aidant finalement à trouver des relais de croissance. Et un des relais de croissance, par exemple, pour Écoterie, c'est ce qu'on appelle la financiarisation. C'est quoi la financiarisation? C'est trouver une manière, on travaille beaucoup en ce moment, de faire en sorte que des assureurs, par exemple, qui sont des grands acheteurs d'actifs, puissent également acheter, alors de manière un peu structurée, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, de l'écoterie, en le joignant finalement à leur gestion classique, pour, plutôt que d'acheter des obligations vertes, décarboner implicitement leurs investissements par l'achat d'arbres en indirect. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là, qui sont des sujets sur lesquels on peut apporter nos savoir-faire les uns les autres. Moi notamment, parce que j'ai travaillé un peu dans la banque et l'assurance, le savoir-faire entrepreneurial, parce qu'on sait prendre des contacts qui vont bien, et en même temps donner du levier à l'entreprise, parce qu'on comprend bien que si demain il y a quelques assureurs qui vont dans cette voie, ça donne un levier qui est beaucoup plus important à l'entreprise. Donc voilà typiquement, et une belle boîte, une belle équipe, une belle traction, et puis du levier qu'on peut apporter. Une autre entreprise que je pourrais citer, c'est Query, par exemple, qui est une entreprise qui fait dans le marketing digital. Comment ça s'appelle? Pardon, j'ai pas entendu. Query, qui est une entreprise qui fait dans le marketing digital, qui est une boîte rennaise, et qui aujourd'hui trouve un élan assez incroyable, parce que, comme tu le sais peut-être, dans la pub digitale, il y a tout un sujet autour des cookies aujourd'hui qui vont commencer à être bien réglementés. On ne pourra plus faire la pub par le cookie comme on le faisait avant. Donc, eux, ils ont trouvé des choses autour de la sémantique, du contextuel. Bref, une bonne manière de faire de la communication digitale. Et donc, c'est une boîte qui a trouvé ce filon-là il y a quelques temps déjà, qui était un filon plutôt original, qui aujourd'hui se trouve encore plus original et encore plus différenciant, et qui va trouver une très très belle croissance. Je pourrais citer également Shopopop, qui est une entreprise qui fait le dernier kilomètre. Vous avez des grands distributeurs pour livrer des biens de consommation à des particuliers, qui a une croissance qui est énorme, notamment pendant la phase de confinement. On imagine que ça a une très très grosse traction, et puis il y en a encore pas mal d'autres. Donc voilà, des pépites qu'on a décelées, qui sont à la fois des entreprises sur lesquelles on a des très belles équipes, on a des modèles qui effectivement sont très bons et sur lesquels on peut apporter nous du support opérationnel, soit parce qu'on les connecte avec des grands distributeurs si on parle de Shopopop, avec des assureurs si on parle des coteries, avec des boîtes qui peuvent utiliser leur marketing digital si on pense à Query. Voilà tout ce qu'on est capable de faire, et quelques-uns des exemples qu'on a aujourd'hui dans notre portefeuille. Merci beaucoup, Ronan. Alors, on arrive tout doucement à la dernière partie de cette discussion. Si on parle d'Épopée Gestion, la société, l'entreprise d'investissement, est-ce que tu pourrais brièvement nous décrire qui vous êtes, qui compose les équipes? Et ce serait intéressant aussi que tu nous expliques si, parce que vous êtes pour le moment basé en Bretagne, dans l'ouest français, si vous envisagez d'aller du coup déployer, je sais pas, dans le Grand Est, dans la région PACA. Voilà, quelles sont vos velléités de développement? Aujourd'hui, l'équipe, on est une petite douzaine. Donc, on est donc 2 fondateurs, Charles et moi. On a 4 personnes qui ont été à nos côtés dès le début, qui ont aussi un petit bout du capital. C'est-à-dire qu'on a 2 tiers du capital, Charles et moi, et 1 tiers qu'on a réservé aux premières personnes qui nous ont rejoints. Ce sont des gens qui se retrouvent dans le projet pour tout ce que j'évoquais tout à l'heure, qui viennent en création, donc avec tout ce que ça veut dire en termes de risque initial quand tu crées, mais qui se retrouvent finalement dans cet ADN visant à contribuer à une forme d'aventure entrepreneuriale intéressante. C'est des gens qui nous rejoignent maintenant de tous horizons, parce on est en train de compléter l'équipe de Venture Capital, on est en train de compléter l'équipe de CapDev qui est complète maintenant, l'équipe immobilière est complète aussi également. Donc, des gens qui étaient à l'extérieur, qui nous ont rejoints toutes. Il y a des discussions autour de tous les sujets quand quelqu'un vous rejoint, y compris des discussions autour des salaires, mais c'est pas ça qui était vraiment le vrai sujet, c'était le côté aventure qu'on est en train de proposer et modèle. Et ce modèle, justement, pour aller à la deuxième partie de ta question, c'est un modèle qu'on va un peu en mode multilocal. C'est-à-dire, nous, ce qu'on envisage de faire, c'est si ça marche là où on le fait, finalement, on pourra le dupliquer ailleurs. Et comment on le dupliquera, si en tout cas on y va, c'est dans un modèle où on se dira la vérité ou la connaissance des choses est à ceux qui sont sur le territoire. Donc, on ne va pas essayer de faire à Lyon avec Charles et Ronan et leur équipe. On va trouver des gens, par exemple à Lyon ou région Rhône-Alpes, qui connaissent très bien le territoire, et on mutualisera avec eux, on leur proposera de mutualiser, on a des discussions déjà d'ailleurs, nos infrastructures, société de gestion, middle office, back office, tout ce qui fait quelque part qu'une structure de gestion peut grandir, tout en leur laissant beaucoup de latitude sur le territoire. Et finalement, on va faire un modèle qui est assez intéressant, dans une économie ou dans une finance qui a beaucoup fonctionné en top-down, on va faire du bottom-up, ce à quoi on croit beaucoup plus. Aujourd'hui, si on veut être capable d'aller vraiment dans cette logique de déconcentration, d'aménagement du territoire, il faut laisser de la place à ceux qui connaissent intimement ces territoires, mais également, en même temps, leur donner des moyens et des infrastructures qui leur permettent d'aller plus vite et mutualiser les coûts.
c'est ce à quoi on croit. Et donc, notre avenir, à nous, en tout cas, ce vers quoi on veut aller, c'est ça. C'est de faire du multilocal en démultipliant avec ceux qui seront dans les territoires plus compétents que nous pour aller faire les choses là où ils sont installés. Merci beaucoup. Alors malheureusement, on va se quitter. Est-ce que je te laisse le mot de la fin avant de te demander une recommandation de bouquin ? Tu veux ajouter quelque chose ou pas ? Ah oui. Écoute, ce qui est important, je pense, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de momentum pour faire ce qu'on est en train de faire. Il y a juste un ingrédient qu'il faut avoir, c'est un ingrédient que je cite souvent, c'est Voltaire qui disait ça, rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme. Je crois qu'en ce moment, il faut avoir beaucoup d'enthousiasme pour réussir à construire effectivement l'économie de demain. Moi, je ne crois pas au grand soir, aux choses qui tout à coup se construiraient dans un monde totalement renouvelé. Par contre, je pense que le monde de demain, si on veut vraiment y contribuer, il est entre nos mains et c'est à nous de le faire. Et on a des choses à léguer à nos enfants. Donc voilà un peu. Et pour ça, l'enthousiasme, c'est hyper important. Et puis un bouquin ? Ouais, toujours. Un bouquin qui date de 1972. C'est mon année de naissance. Ouais. Qui est un bouquin qui n'a jamais été d'actualité, qui s'appelle « Les limites à la croissance, entre parenthèses, dans un monde fini ». J'invite vraiment tout le monde à lire ce bouquin qui a un gros pavé, qui fait 500 pages. Oui. Et par contre, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 70, qui disait déjà à l'époque « Il va falloir que notre monde économique, post-30 glorieuse, intègre l'idée selon laquelle les ressources écologiques, les ressources entre guillemets sociétales sont limitées. Oui. Et donc, il faut changer la manière de voir l'économie. » Et quand je relis ce bouquin, ou en tout cas certains bons passages, je me dis que ça n'a jamais été autant d'actualité. Donc, c'est un bon bouquin à revisiter pour comprendre comment on pourra construire le monde de demain. Merci beaucoup, Ronan. À bientôt. Merci à toi. Merci, Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.